السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. On a aussi appris ce soir que les hôpitaux doivent entrer en phase 2B, c'est-à-dire que 800 lits supplémentaires doivent être mis en place en urgence, dont 500 lits aux soins intensifs. Nous sommes allés justement ce matin à la rencontre de ceux et celles qui travaillent aux soins intensifs au CHR de Namur. Vous allez voir que leur vie n'est pas simple. Nicolas Lechman. C'est une surveillance de chaque instant pour les patients les plus atteints. Leurs paramètres doivent être contrôlés aussi souvent que possible. Dans ce service, on est déjà au-delà du plein régime. On ne s'arrête pas, on ne sort pas de nos chambres, on est toujours en isolement constamment. On ne sait pas s'arrêter, on ne sait pas boire un coup, on ne sait pas aller aux toilettes, on sait à peine manger. Donc c'est vraiment très très lourd pour le moment. On fait énormément d'heures sup et ce n'est pas parce qu'on est obligé de le faire. On le fait pour les patients, on le fait pour l'équipe aussi qui est une grande famille ici à l'USI 2. Et voilà, mais c'est vraiment très très lourd. Ouais. Jusqu'à 60 heures de travail par semaine, c'est presque devenu la norme et la charge ne cesse d'augmenter. Ben, c'est dur, c'est dur. Devant notre caméra, la pression retombe. Donc voilà, par rapport à la première vague, il y a beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de patients, la charge de travail est beaucoup plus lourde. Les patients sont plus sévèrement atteints, clairement. Ça a été très vite, plus vite, on a l'impression que la fois dernière. On est dedans et donc il faut arrêter. Il faut que les gens prennent conscience que notre travail devient difficile. À l'épuisement s'ajoute le sentiment d'abandon. Plus personne pour applaudir au balcon. Sur les réseaux sociaux, Fiona a poussé un coup de gueule contre les sceptiques du Covid. Simplement des commentaires d'un homme qui va dire à quoi bon vous plaindre puisque vous avez choisi votre métier, faites-le et point. Enfin, tous des exemples comme ça qui détruisent un peu notre morale quand on rentre à la maison. Qu'on arrête de nier la situation et qu'on apprenne à prendre soin de soi et soin des autres surtout, et qu'on soit là aussi pour se soutenir tous. Pour l'instant, tous les patients ici sont soignés de manière optimale grâce au bon vouloir des équipes, mais cet élastique peut sauter à tout moment. Après un séjour en soins intensifs, il y a parfois un long chemin à parcourir pour les patients qui sont restés dans cette zone de l'hôpital. C'est l'une des facettes méconnues de cette pandémie. En effet, la moitié des patients ne sont pas au bout de leur peine. Ils souffrent de nombreux syndromes post-soins intensifs. Un phénomène qui est mal connu aussi du monde de la santé. Un monde qui doit exercer encore et qui doit être sensibilisé à cela. Aline Delvoye. Nathalie de Barcy a encore besoin de soutien. Chaque mois, elle voit sa psychologue. Elle souffre d'une insuffisance cardiaque. Dans ce cadre, elle a passé 3 mois aux soins intensifs il y a quelques années, une expérience qui l'a profondément marquée. Quand je me réveille, je vois beaucoup de personnes autour de moi. Il y a le bip des machines qui est incessant et qui est très angoissant. Je ressentais une intrusion permanente par rapport à mon intimité et à mon intégrité. On ne se pose qu'une seule question, est-ce que je vais en sortir sans trop de séquelles et surtout en sortir vivante. Ce séjour prolongé aux soins intensifs a engendré chez Nathalie ce qu'on appelle un syndrome post-soins intensifs. Ce syndrome touche une bonne moitié des patients et il se manifeste par des symptômes au niveau psychologique, physique et cognitif. J'ai dû réapprendre à marcher, à m'alimenter, à parler, parce que l'intubation et la trachéotomie abîment les cordes vocales, donc il faut réapprendre, il faut tout réapprendre. Les troubles psychologiques comme le stress post-traumatique interviennent parfois des mois, voire 1 an après l'hospitalisation, et certains patients l'occultent. Les patients ont du mal d'en parler parce que leur vécu peut parfois être à ce point horrible en termes de scènes, de rappels, de souvenirs, que d'en parler pour eux serait un risque peut-être de stigmatisation. Et donc certains vont se retrouver dans un isolement et finalement craindre de pouvoir se confier à leurs proches ou aux médecins. À Erasme, on a mis en place un suivi des patients post-soins intensifs, très utile en ces temps de Covid. On a revu une trentaine de patients qui ont séjourné ici aux soins intensifs à Erasme pour un Covid. Ce
Donc, dans ceux que nous avons revus, la majorité avait un problème musculaire assez important après 3 mois, mais moindre qu'à la sortie de l'hôpital où nous avons testé aussi. Donc, il y a une évolution qui était favorable pour la moitié. Des problèmes psychologiques fréquemment, 30 à 40% des patients avaient quand même des signes clairs de stress post-traumatique. Face à la crise du Covid-19 et l'augmentation du nombre de séjours aux soins intensifs, il devient essentiel de pouvoir déceler ce syndrome pour pouvoir accompagner et traiter au mieux les patients. La Wallonie a décidé de proposer une première vague de 168 places d'accueil dans 3 centres de convalescence pour soulager justement les hôpitaux et héberger des patients. Benjamin Verporten, vous êtes à Spa, alors en quoi consistent ces fameux centres de convalescence ? Eh bien, ils vont accueillir des patients qui sont en fin d'hospitalisation, ceux qui doivent recevoir encore quelques soins avant de pouvoir rentrer chez eux. Et ces patients, en fait, seront accueillis, vous l'avez dit, dans 3 centres de revalidation, des centres qui ont donc du personnel médical, qui ont aussi du matériel et qui sont donc une bonne solution pour fournir ces derniers soins de type hospitalier. Alors, ces patients qui viendront ici seront mis à l'isolement, ils ne seront pas mélangés aux autres résidents et le personnel qui va s'occuper d'eux leur sera dédié, autrement dit, ne s'occupera pas des résidents de ces centres de revalidation. Alors, ces patients, eh bien, l'idée, c'est de les placer ici pour soulager les hôpitaux, soulager des hôpitaux qui aujourd'hui croulent sous le nombre de patients, surtout en province de Liège. On sait que les hôpitaux sont saturés. L'idée, c'est donc de les soulager, soulager le personnel aussi. Vous l'avez dit, 168 places sont disponibles. Alors, elles ne seront pas toutes dès lundi, ça va se faire progressivement. La semaine prochaine, une 50aine de places devraient être ouvertes. Ça va monter petit à petit en puissance pour atteindre le cap des 168 places dans le courant du mois de novembre. Précisons une dernière chose, le gouvernement wallon est en train de travailler sur d'autres pistes du même style. Si jamais à l'avenir il fallait à nouveau soulager les hôpitaux qui voient le taux d'hospitalisation sans cesse augmenter, mais cela évidemment, eh bien, tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. Merci Benjamin. Depuis ce jeudi, les règles sanitaires entre les régions ont donc été harmonisées. Thomas Deschamps, on fait le point avec vous. Alors concrètement, est-ce que quelque chose a changé pour les Wallons et les Bruxellois ? Oui, 2 choses en fait. Tout d'abord, tous les lieux culturels sont désormais fermés. Ensuite, la limitation de temps dans les magasins fait son grand retour. 30 minutes maximum, toujours avec une seule autre personne. Pour le reste, on garde les règles d'avant. Les infrastructures sportives restent fermées, sauf pour les moins de 12 ans et les pros. L'Oreca, les centres de bien-être, les discothèques ou encore les parcs d'attractions restent également portes closes. Le télétravail reste la règle. Alors Thomas, ça c'est donc pour ce fameux socle commun, mais est-ce qu'il y a encore des différences ? Oui, le couvre-feu, par exemple, est plus strict en Wallonie et à Bruxelles. Vous le voyez, de 22 à 6 heures du matin pour minuit, 5 heures en Flandre. Et les visites dans les maisons de repos sont aussi plus limitées au sud du pays. Chez nous, c'est une seule personne, toujours la même, pendant 15 jours contre 2 visites possibles en Flandre. Harmonisation, mais pas pour tout donc. Et qu'est-ce qu'il en est de ce fameux masque, Thomas ? Alors, pour le masque, c'est encore un petit peu plus subtil. Pour le moment, une seule région l'impose, c'est Bruxelles-Capitale, mais on voit qu'au niveau local, eh bien, il reste obligatoire dans plusieurs villes. C'est le cas, par exemple, de Mons, de Charleroi, de Namur, de Liège, de Verviers. Puis une nouveauté, il sera également obligatoire pendant toutes les vacances de Toussaint dans les communes de la côte. Bref, gardez-le François, vous en aurez sans doute bien besoin. Merci Thomas pour ce sage conseil. C'est un nouveau comité de concertation très attendu qui va avoir lieu demain. Les chiffres sont alarmants et la pression est désormais maximale pour réclamer les mesures encore plus dures que celles prises ces derniers jours pour freiner la propagation du virus. Rachel Crivellaro, hier, le Premier ministre Alexander De Croo parlait d'un confinement partiel déjà en vigueur en Belgique. Est-ce que demain, on pourrait encore monter d'un cran, Rachel ? Oui, c'est possible et c'est même inévitable car aujourd'hui, tout le monde considère que l'épidémie est hors de contrôle, que la batterie de mesures adoptées ces derniers jours est insuffisante pour inverser la tendance et puis que seul un lockdown permettrait de sauver le système hospitalier. Alors oui, clairement, demain, la piste d'un confinement général est sur la table du comité de concertation. Mais attention, il semblerait que ce confinement ne serait pas identique à celui qu'on a pu connaître en mars dernier, tout simplement parce que cette formule, elle ne fait plus l'unanimité. Mais clairement, sur la table, il y a bien le retour du télétravail obligatoire, la fermeture des usines et entreprises dites non essentielles, la réduction drastique de nos déplacements avec le retour de l'attestation ou encore une diminution de nos contacts rapprochés qui serait limitée à la bulle sociale ou encore l'enseignement à distance. Tout ça est donc sur la table, mais rien n'est arrêté. Tout ça doit encore faire l'objet de modulation, d'arbitrage
décalage, en particulier entre des régions qui sont loin d'être sur la même longueur d'onde. Et au milieu du jeu de quilles, eh bien, il y a le Premier ministre Alexander De Croo qui va devoir jouer les arbitres, un terrain miné pour le Premier ministre, ce qui explique sans doute que cet après-midi à la Chambre, il s'est montré plutôt évasif sur ce qui nous attend, si ce n'est que pour nous prévenir que les jours qui viennent seront difficiles et pour longtemps. Je vous propose de l'écouter. Volhouden vandaag, volhouden morgen, volhouden volgende week en volhouden de komende weken. Als we uit de gevarenzone willen komen, dan zal dat een inspanning van lange duur zijn. We moeten ons allemaal realiseren dat de inspanning die we vandaag doen, dat we die nog een tijd zullen moeten aanhouden om die cijfers dag na dag te kunnen doen dalen. En dat zal absoluut een van de onderwerpen zijn voor het overlegcomité dat morgen plaatsvindt. Voilà, merci Rachel. Et puis Alexander De Croo l'a aussi déclaré, la crise du Covid est un marathon qui durera encore au moins jusqu'à l'été prochain. L'expression marathon peut surprendre, elle peut apparaître même comme excessive. David Bricher l'a décortiqué. C'était hier soir sur le plateau de Turzak à la VRT. Frank Van den Broek, le ministre de la Santé, s'exprime sur la situation sanitaire actuelle. C'est alors qu'en analysant plusieurs modèles de prévision d'évolution de la pandémie, il compare ce que vivent les Belges à un marathon. De gemeenschappelijke conclusie uit deze modellen die ik bestudeerd heb is: 4 weken streng zijn is niet genoeg. Is niet genoeg. Deze modellen zeggen, dit soort maatregelen, ja, zeker 8 weken. Nu, daar wil ik nog geen conclusie uit trekken, behalve deze. We gaan dat lang moeten volhouden. Dat is een marathon en dat gaat moeilijk zijn. Courir un marathon, c'est effectivement faire un effort prolongé de longue haleine. Mais cette analogie avec la durée de la crise du Covid-19 ne tient pas totalement la route pour une seule et unique raison. Le coureur du marathon, il a la ligne d'arrivée à l'esprit en permanence. Il sait exactement à quel moment ça se terminera. 42e kilomètre, 195 mètres et c'est fini. Ici, dans la crise, malheureusement, on n'a pas de ligne d'arrivée, donc on ne peut pas à ce moment-là se fixer une vitesse de croisière comme le fait le marathonien. C'est pourquoi je dirais que l'analogie n'est pas judicieuse. Olivier Luminet fait partie du groupe d'experts psychologie et coronavirus. Pour lui, l'absence d'une arrivée, d'une fin annoncée de la pandémie et donc des mesures sanitaires est le nœud du problème. Cela crée une incertitude difficile à encaisser. C'est une des raisons notamment pour lesquelles je pense qu'il y a de plus en plus de Belges qui sont même demandeurs probablement d'un confinement, parce que ça augmente leur niveau de certitude d'être protégés et progressivement seulement de relâcher les exigences, les efforts quand les gens seront de nouveau sécurisés. Lorsque la course est longue, les athlètes vous diront tous qu'il faut se fixer des objectifs clairs et intermédiaires pour avancer. Et c'est peut-être ce que nous devons faire dans ce combat contre le virus, même si la durée de l'effort reste inconnue. À suivre dans ce journal, les manifestations.